s'il n'y a pas de moyens pour l'hôpital public, on va compter nos morts. Les soignants manquaient de tout, de masques, de blouses, de gants. On est déjà à flux tendu. Imaginez avec une pandémie telle que celle-là, ça explose de tous côtés. La crise Covid, elle a mis en lumière une politique sanitaire qui avait un objectif de casser et de tuer l'hôpital public. La crise sanitaire montre, j'ai envie de dire deux choses. D'abord qu'on a quand même un système de santé efficace et performant, mais aussi qu'on a des hôpitaux qui ont été sous-financés. Tout d'un coup, cet hôpital qui était géré par les nombres, gouverné par les nombres pour être efficient, faire des économies qui rien qui dépasse, il s'est trouvé n'avoir aucune réserve, ni en matériel, ni en personnel, pour faire face à la crise. Donc on a en quelque sorte un peu sacrifié la sécurité sanitaire, là encore sur l'autel budgétaire et puis sur fond d'excès de confiance des élites. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête, la France est prête. Je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur nous. L'inverse reste à prouver. Non. Quand il y a des grosses crises, on a forcément besoin du service public, c'est le seul qui est capable d'établir un petit peu d'équité sur le territoire entre les gens. À force de tendre un petit peu tous les services publics, dès qu'il y a un bug, c'est la catastrophe. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leur possibilité de vie, la prévention des accidents et leur réparation. Le système de protection sociale et de santé tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est issu des ordonnances de 1945, des ordonnances qui créent la protection sociale et la sécurité sociale sous l'impulsion d'Ambroise Croizat. Le 4 octobre, le Conseil national de la résistance obtient une ordonnance, un plan, un nom, la sécurité sociale. Les assurés sont majoritaires au sein des conseils d'administration. Les partenaires sociaux gèrent des caisses financées par des prélèvements sur les revenus du travail. On peut distinguer trois grandes étapes dans l'évolution du système de santé français. La première séquence est celle qui s'ouvre avec la Seconde Guerre mondiale et qui s'achève en 1975, qui est une phase, je dirais, d'expansion du système de santé. Mais dites-moi, il y a 30 ans, il y a 40 ans, comment faisiez-vous sans la sécurité sociale ? On se soignait quand on avait les moyens de se soigner. Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant, je suis bien content que la sécurité sociale existe, sans ça, je serais déjà mort. Donc s'ouvre la deuxième séquence à partir des années 75, que je mettrai jusqu'aux années 2000, et l'entrée du système de santé dans la rigueur budgétaire. De grandes réformes sont en cours. Je pense notamment à la maîtrise de la dépense hospitalière. Et la mesure emblématique de cette seconde séquence budgétaire, c'est le passage au budget global. L'hôpital n'est plus financé a posteriori, mais il est financé a priori, c'est-à-dire qu'on lui donne un budget avec lequel il lui faut rester dans cette enveloppe budgétaire. C'est le moment où il y a la première loi de financement de la sécurité sociale qui n'existait pas avant. Ça veut dire que c'est le Parlement, finalement, qui va décider des dépenses et des recettes de la protection sociale. Le plan Juppé sur la Sécu est donc de retour à l'Assemblée nationale. Pendant 3 jours, les députés planchent sur la loi constitutionnelle. Médecins, hôpitaux, cliniques, pharmaciens et laboratoires en tout genre devront désormais se serrer la ceinture. Il faut économiser, a dit Jacques Barrot, le ministre des Affaires sociales. Donc c'est à partir de là qu'il y a les premières manifestations de médecins, de patients, de mutuelles aussi, etc. Quand on ferme des services, évidemment que c'est grave parce que ça bloque l'activité, on ne sait plus où mettre les malades, c'est pas normal, un hôpital n'est pas fait pour fermer, il est fait pour soigner. Le message est répété, de manifestations en blocage partout en France. Et puis dans les années 2000, on va rentrer dans l'ère que j'appelle moi néolibérale. La tarification à l'acte, la T2A, à chaque acte médical, une dotation précise pour l'hôpital. Du coup, plus il y a d'actes, plus la dotation est élevée. Beaucoup dénoncent des effets pervers. Multiplication des actes inutiles, non prise en compte de la qualité, survalorisation des actes techniques. En 2004, c'en est fini de la démocratie sociale puisque le patron de l'assurance maladie, c'est un haut fonctionnaire nommé en Conseil des ministres et qui est là en quelque sorte pour appliquer la politique du gouvernement et les partenaires sociaux n'ont plus qu'un avis consultatif.
La dette des hôpitaux en France est énorme. Elle a presque atteint l'an dernier les 30 milliards d'euros. Avant finalement la crise sanitaire, les soignants, avec les différents collectifs interhôpitaux, interurgences, alertaient les pouvoirs publics sur le délabrement du système hospitalier public français. Le problème pour qu'on en arrive à faire grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, solution possible. Olivier, interne en neurologie, est en 10e année, l'avant-dernière de ses longues études. Il fait partie des meneurs de cette grève. Et là, nous sommes dans une situation qui est absolument dantesque, puisqu'il n'y a plus de lits pour pouvoir hospitaliser les malades venant aux urgences, et que nous avons connu ces jours-ci même des soirées où il n'y avait pas de lit de réanimation. Le nombre de lits en France en hospitalisation complète est passé de 468 418 en 2003 à 399 865 en 2017. On pourrait imaginer que comme la population a tendance à croître, le nombre de lits devrait croître à hauteur de la population. Non seulement les lits ont baissé, mais la population a augmenté. Donc il faut regarder plutôt le nombre de lits pour 1000 habitants. D'après les dernières données de l'OCDE, en 2017, la France comptait 6 lits pour 1000 habitants, bien moins que la Corée du Sud, moins que l'Allemagne. La difficulté se fait surtout sentir pendant les périodes tendues, lors d'épidémies de grippe par exemple. Il y a des lits qui ont été sacrifiés et donc on va se retrouver avec des urgences qui vont être complètement embolisées. Le nombre de soignants à l'hôpital public est très insuffisant. Il est très insuffisant principalement parce que le métier de soignant à l'hôpital public n'est plus attractif. Quand on regarde maintenant le classement par rapport aux autres pays européens, on voit que là, clairement, on est à la traîne. En 28e sur 32 dans l'OCDE, les infirmiers sont payés 6% de moins que le salaire moyen. On est dans un espèce de cercle vicieux où moins l'hôpital est attractif, moins il y a de soignants, et donc plus les conditions de travail des soignants qui restent est difficile parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, et donc ceux qui sont là souffrent de plus en plus. Un mystérieux virus à l'origine d'une épidémie en Chine qui inquiète le monde entier. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul. Les mesures s'intensifient, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes sont annulés. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. 138 nouveaux cas détectés ce jeudi en France. C'est la plus forte augmentation en une journée. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Dans le service de réanimation, les lits sont quasi saturés malgré l'ajout de places supplémentaires pour des patients graves. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Contraint de réagir, le gouvernement, avec le Ségur de la santé, lance un vaste plan pour l'hôpital public. Les politiques ont donné une parole aux soignants. Pourquoi ils ont donné cette parole aux soignants? C'est parce que l'opinion publique a soutenu massivement et a reconnu qu'il y avait un mal-être dans les hôpitaux publics. On annonce un énorme Ségur qui accouche finalement d'une souris, qui accouche d'une petite revalorisation salariale, d'une petite réduction de la dette, de quelques investissements, et puis point barre, ça s'arrête là, le Ségur. On est usé, on est épuisé, on vient de passer déjà des mois difficiles et on nous demande encore de faire des efforts. Tout ça pourquoi une augmentation de 183 €? On est le seul pays du monde où en pleine pandémie, on continue à fermer des lits. Elle est là la réalité des hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. De l'annonce de la fermeture de 21 lits à Metz début octobre à la suppression d'une 50aine de lits dans le Loir-et-Cher en septembre ou encore de 28 lits au CHU de Besançon, les exemples sont nombreux. Finalement, on demande encore des économies à l'hôpital. On continue la politique qui consiste à supprimer des lits et à les transférer sur de l'hospitalisation de jour. Il faudrait des mesures vraiment très fortes immédiatement de recrutement. Ça veut dire un plan d'embauche, ça veut dire un plan pour remettre des lits de réanimation, mais pas que des lits de réanimation. On a besoin aujourd'hui de revaloriser ces métiers du care, à la fois en termes de place qu'ils occupent dans la société, parce que c'est eux qui créent du lien. Le soin, c'est ce qui nous permet d'habiter le monde. Aussi en termes de salaire. Si le salaire d'un infirmier
et bien sûr d'un aide-soignant, d'un agent hospitalier, d'un cadre et des médecins, est à hauteur de l'investissement européen, les gens vont aller sur cette profession. Et donc, s'ils vont sur cette profession, on aura les moyens humains de prendre en charge un plus grand nombre de patients. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'arrêter de considérer qu'un hôpital doit être rentable, ou en tout cas réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la rentabilité d'un hôpital qui ne vend pas du soin, mais qui offre une prestation de service public. Il faut aussi accepter l'idée que la santé, de manière générale, coûte de plus en plus cher. Parce que les techniques médicales ont évolué, elles se sont améliorées. Il faut accepter collectivement qu'on ait des personnels et des lits sous-employés pour faire face justement à la survenue d'une catastrophe comme celle du Covid-19, qui d'ailleurs se reproduira. Il y en aura d'autres, des coronavirus. Il faut que l'hôpital public reprenne ses lettres de noblesse et reprenne ses missions de service public. C'est les personnels les plus fragiles dans la société qui ont été impactés. Il y a tout un tas de raisons qui permettent d'expliquer pourquoi, et c'est extrêmement flagrant, ce sont les catégories sociales les plus pauvres qui sont le plus touchées